Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'actualité sur Sambediji, la télé haut de gamme. Tout de suite, les sommaires. À la une de ce journal, la Banque mondiale va débloquer 800 millions de dollars américains pour appuyer les projets d'équité et de renforcement du système d'éducation. La mise en œuvre de ces projets a été évaluée ce vendredi. Et puis, les agents de la Société commerciale de transport et des ports retraités ont organisé ce vendredi un sit-in à la gare centrale pour revendiquer les paiements des arriérés de leur salaire. Une fois de plus, bonsoir. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères demande à la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de sanctionner les Rwandais et les groupes terroristes du M23 pour l'agression dans la partie est du pays. Christophe Lutundula a émis ce vœu jeudi 16 mars au cours d'une audience qu'il a accordée à une délégation chinoise conduite par son vice-ministre des Affaires étrangères chargé de l'Afrique, Denis Lee, en séjour de travail en RDC. Un reportage signé Armandine Pola-Pola. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a conféré jeudi avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Deng Li, sur une nouvelle feuille de route des coopérations bilatérales afin de raffermir les relations entre les deux pays. Ce diplomate chinois a émis les vœux de voir Kinshasa et Beijing signer un mémorandum d'entente de manière officielle pour la coopération minière, chose qui permettra à son pays de jouer un rôle important pour le développement économique de la République démocratique du Congo et l'amélioration du bien-être de sa population. Pour sa part, le chef de la diplomatie congolaise a proposé la mise sur pied d'une commission mixte RDC-Chine devant travailler sur la mise en place de la dite feuille de route au fin de suivre quelques projets de développement menés en collaboration entre les deux pays. Vous avez été avec nous pour la formation de l'armée depuis longtemps. Malheureusement, du temps de ceux qui nous ont précédés du régime passé, on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour encourager la formation de l'armée par la Chine. Le président Tshisekedi va vous le dire, nous tenons à relancer la coopération militaire avec la Chine et merci déjà sur ce qui est déjà fait déjà. C'est en formant l'armée, la police, comme vous avez dit, monsieur le vice-ministre, les services de sécurité, qu'on va donner à l'État congolais son autorité. S'agissant de la situation sécuritaire, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a par ailleurs demandé à la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de sanctionner le Rwanda et les groupes terroristes M23 pour l'agression de la partie est de la République démocratique du Congo. Dans le chapitre éducation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a présidé ce vendredi une réunion d'évaluation de la mise en œuvre du projet d'équité et de renforcement du système éducatif avec les experts de son ministère. Il ressort de cette réunion que la Banque mondiale va débourser une enveloppe évaluée à 800 millions de dollars américains en vue de pérenniser et consolider la gratuité de l'enseignement primaire. Ophélia Kiyambou nous en dit plus. Les projets d'équité et de renforcement du système éducatif, PERSE, financé par la Banque mondiale, a fait l'objet d'évaluation de sa mise en œuvre par l'administration. À travers ces directions, au cours d'une réunion présidée ce vendredi 17 mars 2023 par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, dans la salle de réunion du cabinet en présence du secrétaire général AI à l'EPST et de l'inspecteur général de l'EPST. Premier à prendre la parole, le professeur Valère Moncia, coordonnateur du PERSE, présentait les projets d'une manière générale. Les projets qui va recevoir, dès que les objectifs atteints, un appui direct de la Banque mondiale de 800 millions de dollars, dont 700 millions seront versés dans le compte du Trésor public. Ce projet vient en appui, qui est financé par la Banque mondiale, vient en appui à la mise en œuvre de la politique de gratuité de l'enseignement primaire décidée par le chef de l'État. Et que donc deux préoccupations majeures ont été, non pas, disons que deux éléments majeurs ont été rappelés ensemble avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Il s'agit notamment à la fois de soulager de l'enveloppe budgétaire
de l'État, c'est-à-dire que le projet apporte au gouvernement des ressources en compensation avec les dépenses qui sont exécutées par le gouvernement en termes de rémunération et en termes de frais de fonctionnement des écoles. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aider le gouvernement à pérenniser l'application de la gratuité. Le professeur Tony Mwaba, quant à lui, a donné les orientations précises pour l'exécution de ces projets qui doit intégrer les caractères nationaux des objectifs du gouvernement dans la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut souligner qu'avant même que le projet ne soit exécuté, il y a certaines réformes qui sont déjà d'application au niveau de l'EPST grâce au dynamisme du ministre Tony Mwaba Kazadi. Parlons processus électoral, enrôlement des électeurs dans les coins touchés par l'insécurité, en l'instar de la ville de Goma, demeure un grand défi majeur à relever. C'est ce qu'a indiqué le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, reçu jeudi sur les plateaux de nos confrères de France 24. Le président de la CENI a à cet effet formulé des recommandations au cas où cette insécurité persiste. Je vous invite donc de suivre Denis Kadima. De notre envoyé spécial à Goma, même les produits alimentaires ont du mal à être acheminés. Comment allez-vous faire déplacer des électeurs? Comment organiser un tel scrutin? Parce que je rappelle que ce ne sont pas que des élections présidentielles, il y a aussi des communales, des sénatoriales, etc. Donc comment organiser ce scrutin dans un tel contexte dans le Nord Kivu? Oui, ça il faut l'avouer, c'est l'un des plus grands défis à relever pour le pays. Parce qu'effectivement, dans un contexte de guerre, on ne peut pas enrôler les gens. Il y a la sécurité des personnes et des biens qui se posent. Mais nous sommes en train d'enrôler là où nous pouvons travailler. Là où, par exemple, à Rutshuru, Masisi et Nirangongo, dans certains des districts de cette partie de la province du Nord Kivu, on n'y est pas. Mais on avance là, on peut avancer. Donc nous comptons sur nos forces armées, nous comptons sur les efforts de médiation qui sont en cours et nous espérons que le moment venu, on pourra faire l'essentiel. Alors le président Tshisekedi lui-même l'a dit lors de la conférence de presse avec le chef de l'État français Emmanuel Macron qu'il n'était pas exclu justement que ce glissement ait lieu en raison justement de cette guerre. C'est tout à fait prévisible que quand vous avez une situation d'insécurité, qu'il y ait des problèmes d'abord d'enrôler les gens et plus tard même d'avoir le vote. Donc c'est tout à fait normal que cela soit posé comme un des défis que nous avons. Et nous, à notre niveau, nous avançons là où nous pouvons avancer. Et c'est question maintenant de trouver une formule appropriée à cette partie du territoire. Alors justement, est-ce qu'il est possible d'envisager des élections dans tout le pays, sauf dans le Nord Kivu? Ça ne serait pas une bonne chose parce que ça va poser des problèmes de légitimité. Nous ne voulons pas avancer sans nos frères et nos sœurs de ces provinces qui sont affectées. Ça ne serait pas une bonne chose, c'est pour ça que je me dis, bon... Mais est-ce que vous l'envisagez quand même? Personnellement, je ne vais pas l'envisager. Moi, je pense plus à une autre formule, celle qui consisterait à réserver des sièges pour ces entités-là et enrôler au moment où ça sera possible. Mais ça, c'est une idée qu'il faudra discuter au niveau de la plénière et puis finalement même discuter avec l'Assemblée nationale. Défis et stratégies pour une campagne réussie, tel est le thème de la conférence qui est la dynamique de femmes pour le changement du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a organisé ce vendredi à l'amphithéâtre de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de La Gombe. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de mars dédié à la femme. Un reportage de Sandrine Fondi, signé Welcome Gimbi. C'est sous le thème défis et stratégies pour une campagne réussie que la dynamique des femmes pour le changement a organisé une conférence afin de mieux se préparer aux échéances électorales prochaines. Organisée par la coordonnatrice nationale de la DFC, la députée nationale Dominique Inamizi Princesse a dans son mot des circonstances revenu sur l'objectif principal de cette journée. En République démocratique du Congo, les femmes représentent une grande partie de la population. Cependant, elles ne participent pas en grand nombre au processus décisionnel et électoral. Il est donc important, partant de mon expérience personnelle, que les femmes et les hommes candidats et électeurs se préparent tant au niveau préélectoral, au niveau électoral proprement dit, puis au niveau post-électoral. Plusieurs cadres d'Ensemble pour la République
ont pris part à cette réunion de femmes à l'instar d'Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi, qui a martelé sur le libéralisme social, une vision prônée par son parti. Ensemble, à une idéologie défend des valeurs, c'est le libéralisme social. Et donc j'ai expliqué au moment pourquoi et comment nous avons opté pour le libéralisme social, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que nous avons comme vision avec Moïse Katumbi pour la société congolaise demain. Il s'est de rappeler que cette activité de la dynamique des femmes pour le changement s'inscrit dans le cadre du mois dédié à la femme. Dans un autre chapitre, les agents de la Société commerciale de transport et des ports et CTP retraités ont organisé un sit-in ce vendredi 17 mars à la gare centrale pour revendiquer les arriérés de leur salaire, mais aussi leur prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale. Vini Bekoli pour plus de précision. Les agents inactifs de la SCTP ex-ONATRA ont dit leur ras-le-bol ce vendredi 17 mars réclamant le paiement des arriérés de leur salaire au taux du jour, la prise en charge par la CNSS, la clôture des comptes 2013 ainsi que le dossier des 100 sites. Si vous nous voyez réunir ici, c'est parce que nous sommes en train de réclamer différentes préoccupations qui nous concernent. Nous, les retraités de la SCTP, il y a d'abord le paiement de nos comptes finaux, les arriérés, ainsi que tout ce que les retraités ont en fait droit. Il y a aussi la prise en charge par la CNSS du fait de cotisations sociales qui ont été retenues auprès des retraités. Mais aussi le dernier point qui nous préoccupe maintenant, c'est le plan machiavélique, un plan diabolique qui est en train d'être boutiqué par l'employeur sur certains paiements qui vont devoir lieu prochainement après la récupération de 207 qui consiste en fait un acompte de notre créance vis-à-vis de l'État. Ces agents inactifs ont promis de mener des actions de grande envergure dans les jours qui viennent pour trouver gain de cause à leurs revendications qui jusqu'ici restent lettres mortes. Même lobby, même cet après-midi, tout ça, les compagnons Mingi bakufi depuis 2012 aux Orambongote. Yami Balé, tout sengi na président de la République. Il y a une délégation, il y a des retraités, mais attente en retraite. Parce que les retraités, ça fait des comptes. On nous appelle retraités des alliés injustes. Nous ne sommes pas des retraités. Nous sommes des retraites. Il y a mis ça tout. Commission de Salema. Il y a 207 de la commission. Au nombre de 3000 retraités, ils ont lancé un appel au chef de l'État et au gouvernement d'Idé Warrior de décompter cette situation pour qu'ils rentrent dans leurs droits. Et puis, le gouverneur de la ville de Kinshasa a effectué une tournée d'évaluation de différents chantiers routiers en construction à travers la ville de Kinshasa. De l'avenue Birmanie, dans la commune de Ngiringiri, jusqu'à l'avenue Kikwit, en passant par les avenues Ngiringiri et Lenguessa, les premiers citoyens de la ville s'est dit satisfaits de la qualité des travaux exécutés sur ces différents chantiers. L'humanité a célébré ce vendredi 17 mars la journée mondiale du sommeil. L'objectif est d'attirer l'attention du grand public sur les avantages de cette occupation quotidienne qui détient quasiment un tiers de la vie humaine. Cette journée a été initiée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance basé en France depuis l'année 2000. Welcome Gimbi, une fois de plus. Alors qu'il occupe environ un tiers de la vie humaine, le sommeil reste un élément essentiel et souvent mal connu dans le quotidien de l'homme. Ce vendredi 17 mars, l'humanité célèbre la journée mondiale du sommeil, l'occasion d'éduquer et de promouvoir son importance dans le monde. Il s'agit d'un événement annuel international prévu pour être à l'action dans le fardeau de diminution des problèmes du sommeil de la société par une meilleure prévention et par la gestion des troubles du sommeil. Les scientifiques indiquent qu'à 10 ans, un enfant dort environ 9 heures quand la moyenne d'un adulte avoisine 8 heures. Dans la foulée, le sommeil en quantité adéquate est évidemment crucial pour la santé globale car il permet au corps de faire le plein d'énergie et a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. De surcroît, il facilite la récupération de la fatigue intellectuelle, la restauration des mécanismes d'apprentissage et de mémorisation, la régulation de l'humeur et l'appréhension du stress, la stimulation des défenses immunitaires, ainsi que le développement et la restauration de l'immunité. La journée mondiale du sommeil est célébrée
le 3e vendredi du mois de mars de chaque année. Situation sécuritaire dans l'est du pays, la 3e vague de la force de défense nationale du Burundi est arrivée à Goma dans la province du Nord Kivu jeudi 16 mars dans le cadre de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Le commandant de cette force régionale a tenu une causerie morale le même jeudi à l'aéroport international de Goma. Une fois de plus, welcome Ngimbi. Dans le cadre du déploiement en cours des troupes de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, les nouveaux éléments des forces de défense nationale du Burundi sont arrivés à l'aéroport international de Goma, dans la province du Nord Kivu, le mercredi 15 et jeudi 16 mars dernier, pour rejoindre leurs troupes déjà déployées à Sake, territoire de Massissi, en province du Nord Kivu depuis une semaine. Le déploiement devra se poursuivre ultérieurement à Kiroliwe et Kichanga, situés toujours au Nord Kivu. L'arrivée des troupes burundaises en terre congolaise est conforme au repositionnement des troupes de l'EAC dans les territoires de Rutshuru et de Massissi, approuvé par les mini-sommets des chefs d'État tenus à Addis Abeba le 1er février dernier sur les décisions des chefs des forces de défense, chefs d'état-major de la défense, indiquent les recommandements de la force régionale de l'EAC. Signalons par ailleurs qu'une délégation congolaise séjourne à Naivasha, à une centaine de kilomètres de Nairobi au Kenya, pour participer à un atelier préparatoire de Nairobi 4, la 4e phase des consultations de paix en vue d'une solution pacifique à la situation sécuritaire à l'est de la RDC entre les délégués de la facilitation kenyane, du secrétariat technique de l'EAC, la MONUSCO et la présidence de la RDC. Conduite par le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tchibangu, la délégation congolaise entend apporter sa pierre de contribution intellectuelle dans la préparation de la 4e phase des consultations prévue dans les prochaines semaines à Kinshasa, Goma, Bunia et Bukavu. Clôturons ce journal par cette information pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction des écoles et hôpitaux dans le cadre du programme local de 55 territoires. Le chef d'antenne du bureau central de coordination Ituri a effectué une visite d'inspection dans différents sites dans les territoires d'Irumu. Le constat fait sur place est que les travaux avancent à pas de géant. Au cadre de l'exécution de travaux du programme de développement local de 145 territoires en Ituri, les chefs d'antenne du bureau central de coordination Bessiko Ituri, Michel Ramazani, accompagné de son chargé d'opération Paul Kassengele, ont effectué une mission d'inspection de l'évolution de travaux au sein des différents sites dans les territoires d'Irumu, précisément dans la chefferie des Basili. Il s'agissait notamment du centre de santé de Tchai, de l'école primaire Louga 2 et Louga 1. L'exécution de travaux au sein de ces sites est évaluée à plus de 65%, à environ 4 mois seulement après l'ergot. Et la réception technique du premier ouvrage est prévue pour la fin du mois de mars, a indiqué l'ingénieur à pied d'œuvre du bien-être bien vivre, Hervé Waka, qui dit que le PDL 145T est bel et bien une réalité dans cette province de l'Est de l'RDC. Pour les 3 sites, nous avons commencé avec Louga 2. Ils avaient commencé les travaux au mois d'octobre. Il y a 6 mois d'exécution. Pour l'instant, ils sont à 65% pour les taux physiques d'exécution. Avec Louga 1, ils sont déjà à 85% des taux d'exécution. Et là, si vous regardez, ils sont en train de mettre de la peinture. Il reste que l'aménagement extérieur. Et c'est prévu pour la semaine prochaine la remise technique de cette infrastructure de Louga 1. Et à la fin du mois, on pourra faire une réception provisoire pour Louga 1. C'est une réalité, vous êtes des témoins à l'œil, vous voyez tout ce qui est en train de faire. C'est un sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires de ces infrastructures socio-économiques des bases qui se réjouissent de cette évolution de travaux qui est d'une part le corollaire du climat de paix observé dans cette zone grâce aux efforts des autorités militaires pendant cette période de l'état des sièges. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'aide que le gouvernement nous a apportée, car nous pensons que ces bâtiments vont devoir permettre à nos élèves d'avoir une excellente condition d'études et va également donner lieu à une très bonne formation à l'épée de Djumba. Signalons que, après Irumu et Mambasa, bientôt le démarrage dans les 3 autres territoires, Aru, Djougou et Magui, est prévu pour le mois d'avril de l'année en cours, où va s'ériger 64 infrastructures au total pour ce premier lot de travaux, dont 35 écoles, 24 centres de santé et 5 bâtiments administratifs. Tout ceci s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui essaie de faire de la RDC un pays fort, prospère, solidaire, en particulier la province de l'Ituri. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, les rappels de titres.
La Banque mondiale va débloquer 800 millions de dollars américains pour appuyer les projets d'équité et de renforcement du système d'éducation. La mise en œuvre de ces projets a été évaluée ce vendredi. Et puis, les agents de la Société commerciale de transport et des ports retraités ont organisé ce vendredi un sit-in à la gare centrale pour revendiquer les paiements des arriérés de leur salaire. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.